sommes à la fin de l'année. Beaucoup ou plusieurs organisations sont à présent à l'heure de l'évaluation. Comment se sont passées les activités? Comment l'année a été, fructueuse ou infructueuse? En République démocratique du Congo, plusieurs faits ont marqué cette année 2024. On va se poser la question de savoir qu'est-ce qui a été bon pour le Congo, qu'est-ce qui n'a pas été bon, qu'est-ce qu'il faudra corriger pour l'année qui va commencer. Les enjeux de l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Nous allons donc, avec un invité de marque que je reçois toujours avec plaisir, avec bonheur et avec considération, le docteur Silas, qui est avec nous ici sur ce plateau. Docteur, meilleurs vœux. Merci beaucoup, Dana. Mes vœux le meilleur pour l'année qui finit, mais aussi celle qui pointe à l'horizon. Ça a toujours été un plaisir pour moi également d'être sur ce plateau, cogiter avec vous pour édifier vos milliers de téléspectateurs. En tout cas, merci énormément d'avoir répondu à notre invitation après plusieurs mois d'absence ou d'occupation. Voilà, c'est pas facile. On ne sait pas toujours être là. Mais même à distance, on continue de vous suivre. Nous sommes très fiers de la pertinence combien grandissante de vos émissions. Nous bénissons Dieu pour la qualité des invités que vous recevez. Et j'ose croire que le public est assez éclairé. Et le public est assez éclairé parce que je crois qu'au finish, chaque émission devrait avoir une vision pédagogique, celle d'aider le public à voir les choses par lui-même, à les définir par elle-même, par lui-même ses publics, pour que ce public ne soit pas trop dépendant de nos analyses en tant que chercheur, de nos analyses sur non, ça devient que de la télé-aliénation. En tout cas. Vraiment. Docteur, je vous reçois donc en qualité de professeur des relations internationales et spécialiste des questions liées à la géopolitique. En effet. Alors, révérend plusieurs faits ont marqué la République démocratique du Congo. On est passé par la tripartite de Luanda, qui a été finalement annulée à la dernière minute. On était passé par Nairobi, où on n'a pas trouvé non plus solution. Finalement, on a l'impression que la RDC, 30 ans après, est en train de faire la même chose ou faire du surplace, surtout en ce qui concerne la question liée à la question de l'insécurité et à la survie de la nation. Quel est votre avis? Quelles suggestions pourriez-vous donner aux autorités? Merci beaucoup, mon cher ami Dan. Je pense que ce qu'il faut d'abord accepter comme préalable, ce que la RDC comme tout autre État, défini par Frédéric Ratzel, l'un des pères de la géopolitique, est une entité vivante. Une entité vivante, c'est-à-dire un État qui a sa naissance, qui a son évolution, qui rencontre de multiples soubresauts, qui a des virages à emprunter. Si ces virages sont bien négociés, l'État s'agrandit. Si ces virages sont mal négociés, l'État s'atrophie, l'État s'est réduit. Donc, il est tout à fait normal pour la RDC, comme beaucoup d'autres pays, de connaître ces chemins combien tortueux que nous sommes en train de connaître. Ça, c'est d'abord normal. Il ne faudrait pas dramatiser à ce point. C'est aussi par ces différentes étapes, ces différentes situations que nous rencontrons en tant qu'État, que nous sommes censés, par la résilience, rebondir et pouvoir nous fixer finalement de bonnes orientations, nous fixer des options à prendre dans l'avenir pour que nous ne fassions pas la même chose comme vous l'avez dit, parce que vous êtes sans ignorer. Albert Einstein définit la folie comme étant le fait de faire les mêmes choses de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Voilà. Mais il faudrait aussi souligner qu'en tant qu'un État, souverain soit-il, les difficultés qu'un État rencontre ne sont pas toujours tributaires à sa propre politique. Nous sommes un État, mais qui ne vit pas en autarcie. Nous sommes un État qui vit dans une communauté qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire la communauté des États ou des nations.
Et partant de cette réalité, il est possible que ce qu'un État connaît aujourd'hui soit conséquente à ce qu'un autre État a connu. C'est ça d'ailleurs l'alchimie au niveau de la géopolitique. C'est-à-dire un événement qui arrive dans un État X peut avoir de répercussions, une incidence malheureuse ou heureuse sur un autre État. Je vous donne un exemple avant de revenir sur la RDC. Regardez aujourd'hui, depuis 2011, que les États occidentaux cherchent à faire partir, à faire tomber le régime dictatorial, tyrannique de Bachar al-Assad. Mais ils n'ont jamais réussi. Voyez-vous, grâce à l'appui de Hezbollah, grâce à l'appui de la Russie. Mais puisqu'il y a eu un changement au niveau de la donne, il y a eu une nouvelle donne, c'est que la Russie, depuis presque 3 ans bientôt, s'est engagée dans une guerre frontale contre l'Ukraine. Ce qui fait que la victoire de la Russie en Ukraine, dans ce qu'elle a appelé l'opération spéciale militaire en Ukraine, devient pour la Russie une priorité. Mais aussi, depuis le 7 octobre 2024, quand les Hezbollah, les Hamas ont attaqué l'État d'Israël et que l'État d'Israël s'est mis à riposter jusqu'à poursuivre les Hezbollah au niveau du Liban, Hezbollah qui était un grand appui militaire auprès du régime syrien. Ce qui fait que ces 2 événements qui se passent en dehors du territoire syrien ont eu une répercussion fâcheuse sur le régime syrien. C'est ça la géopolitique. Parce que la situation qui est la nôtre commence quelque part parce qu'il y a eu trouble en 94 au mois de mai. Au mois d'avril plutôt, oui. Le 6 avril, lorsque l'on abat l'avion qui transportait le président rwandais à Biarimana et son homologue burundais, ça ne se passe pas au Zaïre. Mais néanmoins, par cette chimie, cette magie de la géopolitique, ce qui se passe au Rwanda va avoir d'énormes répercussions très fâcheuses alors sur le territoire zaïrois, aujourd'hui congolais, et ça va durer plus de 30 ans. Donc, ce qui signifie, nous ne vivons pas en autarcie, d'où les résolutions ou les options que nous allons porter doivent être des options très stratégiques. Stratégiques dans la mesure où nous voyons les faits dans leur globalité et non pas simplement dans leur singularité, parce que ces faits se passent sur notre territoire. Ce qui se passe sur notre territoire est la conséquence de ce qui a commencé dans un territoire étranger. Et partant de cela, il faudrait que nos analyses soient les plus objectives possibles pour que nous ne puissions pas seulement mettre fin à des troubles à un certain coin de la République, mais plutôt nous rassurer que pareille chose n'arrive plus demain. Et pour cela, il faudrait que nous prenions de la hauteur. Il faudrait que nous traitions la chose dans toute la rigueur possible. Il faudrait que nous traitions la chose de la manière la plus belle. Non pas simplement pour se faire plaisir en tant qu'acteur politique, mais aussi pour se rassurer que la paix sera finalement l'héritage que les actuels dirigeants vont léguer aux générations à venir. Docteur, vous me permettez, votre argumentaire me donne encore plus d'arguments, et aussi pour poser des questions sur la question liée à l'insécurité dans l'Est de la RDC. Il y a plusieurs rapports des groupes d'experts des Nations Unies documentés qui attestent réellement que les troupes rwandaises, environ 4000, sont sous le territoire congolais. Malgré cela, aucune résolution du Conseil de sécurité pour condamner le Rwanda jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Aucune sanction au niveau international, à part des condamnations. Comment ça s'explique qu'il y a, avec autant d'évidence, aucune sanction sur le Rwanda? Ben écoutez, je crois qu'il y a lieu ici pour nous, en tant que Congolais, chercheurs et même acteurs congolais, nous puissions comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne cette nébuleuse communauté internationale. Oui. C'est un espace amoral, pour ne pas dire immoral. Un espace amoral. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Cette communauté internationale, composée par des États, sont avant tout à la poursuite des intérêts qu'ils considèrent être vitaux pour leur survie, mais aussi pour la construction de leurs puissances respectives. Ce qui signifie, il faudrait ici, dans un premier temps, commencer par louer
et apprécier à sa juste valeur cet exploit diplomatique que nous avons réussi à mener en tant que gouvernement. C'est-à-dire contraindre la communauté internationale, contraindre les organisations internationales, contraindre ces différents acteurs internationaux à reconnaître finalement l'implication effective du gouvernement rwandais dans les troubles qui sévissent dans la partie orientale du Congo. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faudrait apprécier. Parce qu'il a fallu qu'une belle machine diplomatique soit mise en place. Il a fallu que nous puissions constituer un narratif qui puisse convaincre les autres que nous ne sommes pas victimes d'une rébellion, mais nous sommes victimes d'une agression. Ça, on l'a déjà fait. Mais le tout dépend de ce que nous nous sommes assignés comme objectif en tant qu'État dans la résolution de cette crise. Est-ce que l'objectif était d'accuser le Rwanda? Est-ce que l'objectif était de mettre fin à ces troubles occasionnés par le Rwanda? Est-ce que l'objectif serait finalement de pacifier cette partie de la République? Est-ce que l'objectif serait aussi de mettre le Rwanda dans une posture où plus jamais il pensera, ou plus jamais il pourrait penser de s'attaquer encore à la RDC? Et je pense que la dernière option devait être notre objectif final, c'est-à-dire mettre fin à cette guerre, bouter hors de notre territoire tous ces soldats rwandais, peu importe les voies, que ce soit par des voies militaires ou par des voies diplomatiques, parce que déjà il faut dire que toutes les guerres du monde finissent finalement par la diplomatie. Et ici, il ne faudrait pas considérer la diplomatie comme étant un instrument de faiblesse. Non, non. La diplomatie est un des moyens, voyez-vous, un des moyens par lesquels un État décide de mener sa politique étrangère. Et si cette diplomatie s'avère être inefficace, ou encore ne parvient pas à nous rapporter les résultats escomptés, eh bien, nous n'avons que à repenser notre stratégie. Donc, l'objectif ici, disais-je, n'était pas d'accuser le Rwanda, n'était pas seulement d'amener, de contraindre la communauté internationale, de reconnaître la présence de plus de 4000 hommes rwandais sur le territoire congolais, mais l'objectif, c'était après avoir amené ces dirigeants internationaux à reconnaître la présence de Rwandais, mais aussi à passer aux sanctions. Mais c'est ici aussi que nous ne devons pas faire preuve d'une absence de lucidité. Comment fonctionne le monde? Qu'est-ce que le Rwanda représente au vu de ceux-là vers qui nous sommes allés pour nous plaindre? Justement, le Rwanda représente quoi? Un État d'une plus ou moins 20 000 km². 26 000 km². 26 000 km². Comment se fait-il que c'est un État qui a tendance à s'imposer sur un pays comme le nôtre? Bon, déjà, vous savez, en géopolitique, c'est vrai que l'espace et même la démographie sont des facteurs de puissance, des éléments de puissance, mais ça ne suffit pas. Je vous donnerai il ne faudrait pas considérer la petitesse ou l'étroitesse d'un espace, d'un État, d'un territoire comme étant une excuse pour cet État de ne pas prétendre à la puissance et à une quelconque hégémonie. Je vous donnerai un exemple. Le plus petit des États aujourd'hui. Oui. Il est plus petit que la commune de Lemba. Mais du point de vue diplomatique, c'est l'un des États le plus respectés au monde. Elle n'a pas d'armée. Donc c'est juste pour dire que revenir sur tout le temps en disant que le Rwanda est un petit pays par rapport à nous, ça c'était un paradigme qui nous a endormis pendant très longtemps. Il faudrait qu'on se réveille. Okay? Il y a dans l'histoire du monde des petits États qui ont réussi à faire entendre leur voix. L'exemple le plus éloquent aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Il est plus petit que tous ses voisins réunis. Mais c'est l'État qui impose sa politique, qui impose ses ambitions, qui impose son hégémonie auprès des États qui l'entourent, des États qui quelquefois sont 5 fois, 6 fois plus grands que lui. Donc ça, c'est déjà à mettre de côté. Mais le problème, c'est que le Rwanda a réussi, malheureusement, à séduire la communauté internationale en capitalisant les drames qui lui est arrivé, c'est-à-dire les génocides que le Rwanda a connus en 1994. Le Rwanda a mis en place une intelligence jusqu'à inscrire ces génocides comme étant un de malheureux événements que l'humanité a connus durant les 2 derniers siècles, à telle enseigne. Celui qui ne veut pas reconnaître ces drames est traité de négationniste. Vous avez vu les procès qu'on a collés à Charles Onana. On
traite de négationnistes. Et pourquoi? Parce que celui qui ne veut pas reconnaître le génocide, l'Holocauste juif, la Shoah, avec la Deuxième Guerre mondiale avec le régime nazi, on les traite de négationnistes. Et même pour le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda a capitalisé ses morts, ses 800 000 morts, jusqu'à chercher à revêtir un statut d'intouchable, une posture d'intouchabilité pour dire, voilà, on me permet de faire tout ce que je veux dans la mesure où je dois préserver ma communauté, je dois préserver mon pays pour que pareil drame n'arrive pas. Ça, on les leur concède parce qu'il faudrait aussi rappeler ici que le Rwanda joue sur sa survie. Déjà, même quand vous regardez la composition sociologique, 84% de la population qui est Hutu, 14% qui est Tutsi, et puis les restes, ce sont les Twa et consorts. Donc, vous remarquez que c'est cette politique rwandaise. En quelques mots, révérend, pour ne pas vous couper la parole, en quelques mots, les génocides pèsent sous le monde si on veut sanctionner. Ils ont réussi à culpabiliser le monde pour un génocide que nous déplorons tous, malheureusement, mais pour lequel on ne devait pas incriminer tout le monde. Ils ont amené le génocide à être un élément de culpabilisation pour faire croire au monde que s'il y a eu ces génocides, c'est parce que vous avez été indifférent, c'est parce que vous avez été négligent. Et voilà, à cause de cela, cette dette que le monde ne sait pas payer devient un élément de chantage pour le gouvernement, le régime de Kagame, le régime de rwandais. Mais il faudrait aussi dire ici que face à cette situation qui est la nôtre, le Rwanda ne doit pas avoir le monopole de l'intelligence ou encore le monopole de la stratégie pour comment nous aussi, à notre niveau, nous pouvons mener des lobbying, mener une diplomatie stratégique, une diplomatie véritablement intelligente pour contourner cet élément de chantage que le Rwanda utilise aujourd'hui. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il faudrait les reconnaître aujourd'hui, mon cher ami Dan, que cette guerre a assez duré. On dénombre plus de 10 millions de Congolais tués depuis le début de ces affrontements. Voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui. Et nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Pourquoi nous ne sommes pas encore au bout du tunnel? Quelque part aussi parce que nous voulons recourir aux mêmes méthodes. Pour revenir à la question qui a été posée, la communauté internationale se limite à condamner le Rwanda sans imposer au Rwanda de véritables sanctions et l'obliger à quitter le sol congolais. Pourquoi? Parce que c'est aussi une brèche que la communauté internationale est en train de nous laisser. Et nous devons profiter de cette brèche pour nous assumer en tant qu'État. Pourquoi? Parce que malheureusement, pour chez nous en République démocratique du Congo, j'ai comme l'impression que nous avons une approche très faibliste, une approche très fragile par rapport, mauvaise et même erronée, par rapport à l'option militaire. Comment ça? C'est-à-dire, Clausewitz disait que la guerre était une autre façon, une autre manière de mener la politique. Un État n'a pas qu'un diplomate. Un État, pour assurer, donner du poids aux propos du diplomate, il faudrait que derrière ce diplomate plane, voulais-je dire, l'ombre du soldat. C'est-à-dire, la force de la diplomatie réside dans le bout de l'épée. Nous n'allons pas amener le Rwanda à accepter volontairement, parce que je le répète, il faudrait ici comprendre que le Rwanda aura toujours peur des répercussions ou encore d'une probable vengeance de la part de la RDC. Et sa seule survie est de maintenir la RDC dans un état de l'ingouvernance, dans un état de chaos total, dans une sorte de somalisation, c'est-à-dire un état de non-état. Parce que la peur du Rwanda, c'est que la RDC se reconstitue comme étant un état aux fonctionnalités rationnelles, avec une armée dissuasive, une armée républicaine, une armée qui s'assigne aussi le rôle d'exporter ses services. Le Rwanda se trouverait toujours en une posture d'insécurité face à un Congo debout.
D'où sa stratégie n'est pas simplement d'occuper le territoire congolais, mais d'infiltrer le système de gouvernance congolais pour qu'on ait une gouvernance approximative et non pas une gouvernance effective. Pourquoi? Parce que le Rwanda a peur d'un Congo licite, le Rwanda a peur d'un Congo fort. Et pour cela, il ne faudrait pas que la République démocratique du Congo continue à diaboliser l'option militaire. L'option militaire ne signifie pas que l'on devienne de va-t-en-guerre. Disposer d'une armée sérieuse n'a pas d'abord comme objectif de se lancer sur un théâtre de combat, mais c'est d'abord pour dissuader l'ennemi. Il faudrait que le Rwanda se rassure que la République démocratique du Congo dispose d'un appareil militaire et sécuritaire capable de nous ébranler, capable de nous déstructurer et capable d'avoir raison, de poursuivre sa cause et d'en avoir raison. Et pour cela, nous devons considérer cela comme étant une des priorités. C'est alors que l'option diplomatique aura toute sa saveur. Docteur, c'est vraiment une matière qui mérite d'être vraiment développée de façon approfondie. Mais juste une... Parce qu'il ne faudrait pas seulement oublier que ça fait 30 ans que nous sommes dans ces déboires, mais ça va aussi faire plus de 30 ans que nous n'avons pas eu réellement une armée au vrai sens du mot. C'est-à-dire, au vrai sens du mot, une armée qui correspond à nos ambitions en tant qu'État. On n'a pas d'armée. Une armée qui correspond aux réalités liées à notre vocation, tenant compte de notre position géostratégique, parce qu'un État qui est entouré par 9 autres États est un État qui a 9 partenaires pour les échanges économiques, mais c'est aussi un État qui a 9 adversaires. Et pour cela, il faudrait que cette posture devienne une posture que l'on doit dédiaboliser, que l'on doit accepter comme étant telle. Pourquoi? Parce que déjà le fait d'être humilié par un petit, entre guillemets, petit pays à cause de sa superficie, devrait nous amener avec une politique de résilience à construire la plus puissante armée au niveau de la région africaine. Aujourd'hui, si la RDC se lève, devient un État puissant, les autres États voisins ne vont pas se retrouver ou auront des sérieux problèmes. Ils vont faire de leur mieux pour que le Congo reste toujours à genoux. Oui, ils feront de leur mieux pour que le Congo reste toujours à genoux parce que leur sécurité, voulais-je dire, réside dans la fragilité du Congo, réside dans un Congo fantôme, c'est-à-dire un État mais qui n'en est pas en réalité. Mais nous aussi, en tant qu'État, nous n'allons pas rester dans cette posture pour faire plaisir aux voisins parce que chaque État fait face à 2 contraintes. Lesquelles? La survie et la puissance. Nous devons survivre en tant qu'État. Il faudrait que dans les années à venir, dans les 50 ans, dans les 70 ans, 80 ans à venir, que la République démocratique du Congo se retrouve toujours dans cette dimension de 2 345 000 km². Mais avec possibilité, s'il y a, de pouvoir extendre. Il faudrait que les voisins le savent. Il faudrait qu'ils se le disent. Que le Congo a l'ambition. Pas l'ambition, a la possibilité. Il a les moyens. D'annexer. Nous n'avons pas l'ambition. Nous n'avons pas une ambition expansionniste. Déjà, l'espace que nous avons est assez vaste, avec une faible démographie, une superficie beaucoup plus grande. Ok? Mais il faudrait que les États voisins se disent, si jamais on ose s'hasarder, la République démocratique du Congo a la capacité de nous avaler et faire de nous de nouvelles provinces. Vous comprenez? Mais pour cela, il faudrait que nous nous mettions d'accord que la guerre, la puissance militaire n'est pas diabolique. La puissance militaire n'est pas diabolique. Mais on a vu les États-Unis s'attaquer au régime de Saddam Hussein, qui a même été pendu après un procès que beaucoup ont qualifié de procès politique. Bien évidemment. On a vu des dirigeants comme
Vladimir Poutine aujourd'hui, qui est la bête noire à battre les États-Unis et tous ces tyrans arabes qui sont aussi dans les collimateurs des États-Unis et des autres États du monde. Les États occidentaux. Les États occidentaux, docteur. Qu'est-ce qui fait que, d'une part, il y a des États qui sont mal vus, qui sont diabolisés, qui sont attaqués, il y a même des dirigeants qui sont tués. Et d'autre part, il y a des États qui, on a l'impression qu'ils sont privilégiés, comme Israël aujourd'hui. Ce qu'Israël fait, c'est... Certains parlent de génocide. Évidemment, ce qu'Israël fait est intolérable. Voilà. Mais je vais redire ce que je disais tantôt. Deux poids, deux mesures. Ça sera toujours ainsi. L'espace international est une jungle. La cohabitation entre les États est régie par un principe sacro-saint. C'est l'équilibre de force, l'équilibre de puissance. Et les Nations Unies, on ne fait pas les Nations Unies on ne fait pas qui régulent les comportements de chaque État quand même. Ces Nations Unies sont composées par des États et chaque État a son agenda. Chaque État poursuit son cahier des charges, chaque État a sa politique étrangère, chaque État a ses partenaires, chaque État a ses adversaires. Voyez-vous? Oui. Et ce qui est important ici, c'est que les États, la cohabitation dans l'espace international est régie par l'équilibre des forces, l'équilibre de puissance. On ne fait pas le deuil pour un État faible. C'est pourquoi je le disais, que chaque État fait face à deux survies en géopolitique. À deux contraintes, voulais-je dire. Oui. La survie et la puissance. C'est-à-dire, il faut survivre en tant qu'État. Il faut rester debout sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, sur le plan culturel, sur le plan politique. Voyez-vous, il faut rester debout pour que vous soyez toujours considéré comme un partenaire viable, respectable et craint. Merci beaucoup, docteur. On a parlé tantôt du Vatican. Oui. Parlons de l'Église catholique de façon générale. Beaucoup se posent la question de savoir, au Rwanda, on n'a jamais suivi le cardinal du Rwanda critiquer Paul Kagame, sauf si je me trompe. Mais au Congo-Kinshasa, c'est souvent dans plusieurs messes que le cardinal congolais critique les autorités en place. Que cache cette dualité entre, d'une part, les cardinaux d'autres États et les cardinaux congolais au regard de la charte du Vatican? Ben écoutez, cher ami, c'est là où je dis nous devons comprendre comment fonctionne le monde. Oui. Mais lisez l'histoire de l'Église catholique depuis plus de 1000 ans. L'Église catholique, certes, est confession religieuse, certes, Église opérant comme toutes les autres églises, mais c'est la seule structure religieuse avec un cahier de charges politique. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis plus de 1000 ans. C'est nous qui aujourd'hui voulons convertir l'Église catholique. Nous n'allons pas convertir l'Église catholique. C'est peut-être aussi l'une des erreurs que le régime a commis au départ. En voulant fraterniser avec l'Église catholique, croyant l'obliger à se taire. Ça ne se passera jamais ainsi. Ici, je voudrais parler en homme de science, en chercheur. Tout à fait. Dans tous les pays du monde, l'Église catholique a toujours une position politicienne. Pas politique. Pas politique, politicienne. Dans tous les pays du monde. Vous comprenez? Oui. Posez la question. L'on vous dira c'est que les évêques, les curés Malula à l'époque, Kimbondo, Monseigneur Kimbondo et autres ont eu amené comme molite pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Ok, c'est pas aujourd'hui qu'on va convertir l'Église catholique. Ils auront toujours ce comportement. C'est à cause de ce comportement, par exemple, qu'au 19e siècle, la France, par exemple, fatiguée pour ne plus laisser la couronne subir l'influence de la papauté, a décidé de trancher en recourant à la laïcité. Voyez-vous? Donc l'Église catholique continuera à jouer ce rôle-là, malheureusement. Voyez-vous? Malheureusement. Ça, c'est une posture que je n'encourage pas. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le patriotisme transcende nos traditions politiciennes. Ça veut dire que ce que les cardinaux ou les prêtres congolais font
parfois on ne répond pas à l'agenda congolais. C'est dicté par l'extérieur. Dicté par leur tradition. Dicté par leur tradition. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Mais c'est rare. Parlant du Rwanda, par exemple. Oui, justement. Est-ce que vous savez le rôle que l'Église catholique a joué durant les génocides? Vous savez pourquoi le président Kagame, aujourd'hui, au Rwanda, a beaucoup plus donné d'opportunités aux églises évangéliques en premier lieu? L'église qu'on appelle l'église les adventistes, les saints des derniers jours. Les saints des derniers jours. Oui. C'est l'église la plus choyée. Au Rwanda. Au Rwanda. Pour punir l'église catholique que le régime de Kagame accuse avoir joué un rôle en faveur des troupes Hutus. Ah bon? Voilà. Donc, nous avons vu le comportement du Monseigneur Mosengo vis-à-vis du régime de Kabila. Et Tchaou vis-à-vis de Mobutu, même s'ils étaient de la même province. Mais à un moment donné, ils traitaient avec une certaine arrogance des propos à forte coloration politicienne qu'ils tenaient vis-à-vis du régime du maréchal Mobutu. C'est pour dire que c'est ça. On ne doit pas traîner là-dessus. On ne doit pas tourner autour du pot. Que l'on avance. Arrachons à ces catholiques les prétextes. Arrachons-leur ces discours. Arrachons-leur ces discours. Et comment les arracher? En mettant en place une véritable gouvernance qui rencontre à la fois les désirata de la population, mais aussi qui tienne compte des ambitions que l'État poursuit en tant qu'entité souveraine. Donc, s'attendre à ce que les catholiques acclament, ils vont acclamer aujourd'hui, demain ils ne vont plus acclamer. Est-ce que vous savez que lorsque il était question de créer, lors de la création du cardinal Ambongo, parce que je crois que c'est le terme, hein, on crée un cardinal. Voilà. Lors de la création du cardinal Ambongo au Vatican, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, accompagné d'une très forte délégation, a fait ce qu'aucun autre chef d'État n'a fait dans le monde. Qu'est-ce que le chef de l'État fait? Il est allé assister à la création du cardinal Ambongo. Il a fait par amour, il a fait par patriotisme, il a fait par ouverture d'esprit. Mais déjà à l'époque, je m'étais dit, ça risquerait de tourner contre lui parce que ça risquerait d'être contre-productif. À telle enseigne que même quand le président de la République a été reçu à la radio Vatican, le journaliste qui l'a interviewé lui a posé la question. Il lui a dit que c'est la toute première fois qu'un chef d'État vienne assister à la création d'un cardinal. Pourquoi? Parce que le cardinal n'est pas qu'un pasteur, il est le représentant d'un État dans un État. Mais n'est-ce pas... Donc c'est comme venir participer à la création de votre potentiel adversaire. Il peut jouer à la fois le rôle d'être ami, d'être partenaire, mais aussi d'être votre adversaire. Et je crois que déjà à l'époque, on avait mal conseillé le président. Il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Il aurait dû se faire accompagner, se faire représenter. Quelle peut être la conséquence si on mettait la main... Tout ça, c'est parce que nous ne voulons pas connaître comment fonctionne le monde. Il y a des gens qu'on ne peut pas convertir. Leur ancienneté, leur pérennité repose sur le respect à leur tradition. Quitte à mettre de côté l'intérêt national. Ben écoutez, ils sont Congolais avant tout. Ils sont Congolais avant tout. Ils sont Congolais avant tout. Ils sont des pasteurs congolais, des bergers. Ils doivent se battre pour trouver ce qui est essentiel. Voilà. Ce qui est convenable pour les brebis sur lesquelles Dieu les a établis comme pasteurs. À un moment donné, leur discours convergeait un peu avec le discours de Kagame. Particulièrement sur la question des FDLR. Bon, je n'irai pas jusque-là dire que leur discours convergeait avec le discours de Kagame. Le discours de Kagame, je le connais, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont dit qui corrobore avec les discours de Kagame. Je sais simplement qu'ils ont eu à prendre des postures, des positions qui ne soient pas convenables, qui n'aient pas arrangé la République. Nous, en tant que société, nous, en tant que communauté, il était malsain pour une si grande structure religieuse de pouvoir s'afficher de la sorte. Mais je ne dirais pas à dire que je n'irai... Non, non. Parce que je vous ai donné l'exemple et qu'à un moment donné, l'Église catholique est la moins aimée à Kigali. Ah oui.
C'est aussi pareil qu'ici. Bon, ici, je pense que ce sont juste des crises. Hein. Ce sont juste des crises. Ils peuvent s'attendre avec les régimes, ils peuvent en découdre, ainsi de suite. Ce sont juste des crises. Voilà pourquoi il faudrait que les chefs aient à ses côtés des conseillers qui, à la fois, ont une certaine lumière en ce qui concerne la politique étrangère, le fonctionnement de certaines structures, y compris l'Église catholique. Un petit mot sur la problématique du M23, docteur. Comment mettre fin à cela? C'est un arbre qui cache une forêt. Et quand on veut mettre fin à un arbre qui cache une forêt, il ne faut pas seulement utiliser la machette, parce qu'après l'avoir coupé, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'autres arbres. Donc, il faudrait une approche beaucoup plus stratégique. Parce que le M23, c'est la partie émergée d'un iceberg. En 2023, les PDDRC, cette structure qui s'occupe de la démobilisation, voilà, a dénombré plus de 266 groupes armés. 266 groupes armés. Ce qui signifie, du point de vue stratégique, lorsqu'il faut toucher, lorsqu'il faut tenir compte de la question, lorsqu'il faut tenir compte des échanges ou de la politique pour pouvoir démanteler totalement les M23, il faudrait savoir que nous devons au même moment aussi mettre fin à l'existence de ces différents groupes armés qui existent. Il faut traiter cette façon de façon globale. Voilà. Et M23 est devenu un élément, un prétexte, est devenu un cheval de Troie que le Rwanda utilise pour pouvoir poursuivre sa politique expansionniste, mais aussi pour sa politique de pillage de nos minéraux. Et il utilise les M23, on place à la tête certains nationaux qui évoquent des raisons qui certaines peuvent tenir, d'autres qui ne peuvent pas tenir. D'où il faudrait leur arracher ces prétextes-là. Mais la meilleure façon de leur arracher ces prétextes-là, c'est en leur montrant que nous avons l'ambition. Parce qu'ici, il faudrait répéter une chose. Le Congo a plus de moyens que le Rwanda. Des moyens? Moyens militaires. Moyens du point de vue du capital humain. Le moyen du point de vue financier. Le Rwanda n'est pas plus riche que le Congo. Le comble, c'est que le Congo fonctionne de manière disparate. Alors que le Rwanda est très concentré par rapport à sa lutte, mais le Congo fonctionne de manière disparate. Mais aujourd'hui, je pense que avec ce que l'actuel ministre des Affaires étrangères est en train de mener, franchement, je suis ébloui par la politique qu'elle est en train, la stratégie qu'elle est en train de mettre en place pour pouvoir déshabiller le Rwanda, exposer sa nudité à la vue aussi du monde entier. Mais elle a aussi besoin, à côté, d'un accompagnement militaire. Pourquoi? Parce que les négociations diplomatiques sont aussi les résultats de la peur que l'on fait miroiter à l'autre. Notre plus grande faiblesse dans cette situation, c'est laquelle? Que nous pouvons rapidement corriger? Non, je ne dirais pas notre plus grande faiblesse. Nous avons plusieurs faiblesses. L'une des faiblesses aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de désengagement, malheureusement. Il y a un désengagement populaire. Regardez, il y a 2 ans passés, lorsqu'on parlait de Bendé Le Koyaté, aujourd'hui, cette question est reléguée, même dans notre imaginaire, très très loin. Ce n'est plus une question qui touche, comme on l'a senti autrefois. Notre faiblesse, c'est aussi une faiblesse de communication. La communication n'est pas bonne. On ne communique pas assez, excusez-moi. On ne communique pas assez et la communication n'est pas non plus stratégique. On ne peut pas me faire une guerre. C'est au niveau du gouvernement ou au niveau de la présidence? Bon, je pense que au niveau de... Les deux, hein, les deux. Et au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, on a multiplié des sorties, mais il y a une différence entre parler et communiquer. Ok? Oui. Parler ici, c'est informer. Communiquer suppose qu'à l'issue de cette communication, nous prenons une option. À l'issue de cette communication, nous prenons une posture. À l'issue de cette communication, nous changeons de paradigme, de fonctionnement, ainsi de suite. C'est un problème d'homme ou de problème d'organisation? Je ne dirais pas que c'est un problème d'homme parce qu'il faudrait quand même dire que le Congo, à ce niveau, le Congo est assez gâté. Nous sommes un des pays africains qui regorge
des intelligences presque à tous les niveaux. Mais les problèmes, c'est souvent au niveau du casting et au niveau de l'orchestration. C'est-à-dire qui mettre à côté de qui pour faire quel travail. Malheureusement, nous avons des gens qui sont bons, mais pas là où ils devaient être. Et ainsi, ils sont moins productifs. Moins productifs. Vous conseillerez au chef de l'État de remanier le gouvernement? Ben, je pense que lui-même, plus d'une fois, l'a évoqué. Hein, je pense. Parce que on sait voir dans le chef du président Félix la volonté de mettre fin à cette situation. La volonté. Et là encore, il se pose un problème. C'est-à-dire l'accent, le curseur est tellement maintenu sur cette question que l'on risque de juger le président par rapport à cette question. Et ça risque d'avaler tous les exploits qu'il aurait eu à faire dans d'autres domaines. Il faut relativiser les choses. Voilà pourquoi je parlais d'une communication stratégique. Il faudrait. Donc je pense que remanier, c'est toujours important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dynamique qui nécessite de sang chaud, qui nécessite de cerveau frais, qui nécessite surtout et surtout des technocrates, des praticiens, pas simplement des gens qui sont recommandés par des partis politiques au nom d'un quota, parce que recommandés par l'autorité morale, ainsi de suite. Cette fonctionnalité a montré ses limites. Je pense que le chef de l'État, avec tout ce qu'il représente, toutes les ambitions et le poids qui reposent sur ses épaules, il doit, une fois de plus, comme il a toujours fait, faire preuve de ses leadership stratégiques aujourd'hui, faire un casting qui pourrait peut-être déplaire à ses partenaires politiques, mais qui va plaire à l'avenir. Qui va plaire à l'avenir, docteur. En quelques mots, corridor de Lobito. Les données indiquent que la Chine a beaucoup investi en RDC en termes d'exploitation minière. Les États-Unis aujourd'hui se jettent, veulent investir par la construction de ce corridor. Quels peuvent être les enjeux de la RDC dans cette construction de ce port de Lobito? Vraiment, vous remarquez avec moi que nous sommes restés dans notre vocation depuis 1885, lorsque les 14 puissances se sont réunies à Berlin pour discuter sur le libre-échange au niveau du bassin du Congo. C'est-à-dire aujourd'hui encore, deux grandes puissances sont sur le point de s'affronter de manière latente, de manière douce, mais toujours en rapport avec ce territoire qui est le nôtre. Donc, une fois de plus, nous serons le théâtre d'un affrontement tacite, d'un affrontement doux, mais nous-mêmes, nous ne choisissons pas le rôle à jouer. Et c'est ça le plus grand péché. D'ailleurs, si je pourrais revenir sur la question que vous avez dit, quelle était notre grande faiblesse, c'est cette faiblesse de l'inconscience collective qui nous caractérise aujourd'hui. Celle de ne pas savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et quel rôle devons-nous jouer en tant qu'État. On ne maîtrise pas tout ça en tant que Non, on ne maîtrise pas tout ça parce que nous sommes beaucoup plus dans la politique de l'immédiateté. L'immédiateté. Oui, c'est-à-dire Bouka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. C'est-à-dire nous aimons beaucoup plus l'actualité. Ouais, il faut qu'on traite de l'actualité. Nous n'avons pas dans ces pays la culture de nous projeter dans les 50 années à venir. Dieu merci, aujourd'hui, il existe des structures. Il y a par exemple, je peux me permettre, une structure, une société savante qui a été créée, Congondé, c'est-à-dire qui est en train de réfléchir sur les centenaires du Congo. Le Congo qu'on a aujourd'hui est celui qu'on doit avoir à 2060. Ce sont des compatriotes sortis des différents secteurs et disciplines qui réfléchissent sur cet horizon du Congo de 2060. Si nous avions assez réfléchi, je pense qu'on aurait pris les devants bien avant. Pourquoi? Rappelez-vous de ce que le président Nicolas Sarkozy a dit lorsqu'il est venu ici en 2008. Le président Nicolas Sarkozy a dit une phrase. C'est vrai que dans l'ensemble de ces propos nous ont fâchés. Mais je pense que même quand c'est le diable qui parle, il faudrait écouter avec une oreille attentive. Parce qu'il peut y avoir une once de vérité dans les propos du diable. Okay? Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que dans la tentation à la montagne, il y a des choses. Quand le diable disait qu'il est écrit, effectivement, il était écrit. Effectivement, il était écrit. Oui. Alors, le président Nicolas Sarkozy avait déjà dit en 2008
devant le Congrès réuni, que le Congo devrait avoir des pieds. L'un posé sur l'océan Indien en 2008, l'autre posé sur l'océan Atlantique. Ça, c'est ce qui doit être notre vision. Nous devons être la plaque tournante qui relie l'Est de l'Afrique à l'Ouest de l'Afrique, qui relie le Sud de l'Afrique au Nord de l'Afrique. Ça, c'est ce qui doit constituer notre vision en tant qu'État. Et partant de cela, construire une véritable intelligence stratégique, une diplomatie qui doit évoluer dans ce sens-là, pour être finalement ce qu'a dit Franck Fanon, en étant la gâchette de ce fusil de ce revolver qui est l'Afrique. Et pour le corridor de Lobito, à ce stade, on ne paie rien. C'est vrai qu'il y a certains qui pensent que ce corridor va beaucoup plus bénéficier à l'Angola, mais penser que l'Angola sera le seul bénéficiaire et la Zambie serait le seul bénéficiaire, là je pense que c'est faire une lecture très biaisée. Pourquoi? Parce que les 1300 km qui partent de Katanga vers Benguela au port de Lobito constituent à ce jour le moyen le plus court, le plus rapide pour atteindre, pour faire évacuer nos ressources minières. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est exploité comme minerai en RDC part de chez nous par 5 ports. Et parmi ces 5 ports, 4 vont vers l'océan Indien. Voilà pourquoi la Chine bénéficie énormément. Et un seul va vers l'océan Atlantique par les ports de Lobito. Parce que les 2 ports majeurs principaux que nous avons le plus utilisés pour faire évacuer nos minéraux, c'est les ports de Dar es Salaam et le port de Durban en Afrique du Sud. Donc j'estime qu'aujourd'hui, nous ne devons pas dramatiser. Nous devons plutôt chercher comment tirer l'épingle du jeu. Comment faire à ce que notre avantage soit aussi trouvé. Et laissez-moi vous le dire, je le pense, que les trains qui vont sillonner tout au long de ces rails jusqu'à Lobito ne vont pas transporter que les minéraux. Il y aura aussi de la marchandise. Nous aurons aussi la possibilité, nous, aussi de voir dans quelle mesure nous pourrons échanger avec l'Angola et pourquoi pas faire aussi exporter en passant par l'Atlantique, parce que cela est difficile si on doit le faire du côté ouest de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il n'existe pas encore un chemin de fer reliant Kinshasa au Kasaï. Voyez-vous? Donc, nous n'avons pas encore une porte de sortie. Rappelez-vous de ce fameux dossier qui, jusqu'à présent, est encore en discussion sur la construction du pont route-rail avec le Congo-Brazzaville. Maintenant que le gouvernement, le président Félix, a décidé de construire finalement, de commencer les travaux avec la construction du port en eau profonde de Banana, ça quand même, ça va nous aider à avoir des débouchés. Mais ça, c'est un projet à long terme. Refuser de signer l'accord autour du corridor de Lobito serait une erreur stratégique énorme. Qu'est-ce qui a privilégié le port en eau profonde de Banana, le pont route-rail reliant Kinshasa-Brazzaville qui va déboucher sur Pointe-Noire ou encore Lobito? Qu'est-ce qui a privilégié pour la RDC? Tout est à privilégier. Mais n'oubliez pas que pendant que vous et moi sommes en train de tenir cette émission, le port en eau profonde de Banana n'est pas encore en construction. OK? C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être compter 7 à 8 ans pour que ce port soit finalement... c'est un vieux projet. C'est un vieux projet, effectivement. Mais à chaque fois qu'on a voulu avoir des partenaires pour pouvoir nous aider à construire ce port, il y a une question qui est souvent revenue. C'est vrai. Qu'est-ce que le Congo envoie vers le monde, à part les minéraux? Parce que ces gros navires, ces mastodontes, ces paquebots, qui vont venir accoster au niveau du port en eau profonde de Banana, voudraient aussi ne pas rentrer vide. Il faudrait qu'il y ait de la marchandise. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas un pays qui a diversifié sa production. Nous ne sommes pas encore un véritable marché
qui peut faire nourrir le monde, à part nos minéraux. Et cela devait nous amener à réfléchir et à modifier nos paradigmes. Dépendre du port de Lobito peut avoir des dividendes énormes du point de vue économique, mais du point de vue sécuritaire, pourrait être avoir des enjeux qui ne joueraient pas en notre faveur. Dans la mesure où, si jamais nous sommes en confrontation avec l'Angola, parce que tout peut arriver. Je vous ai dit que chaque pays voisin doit être considéré à la fois comme un partenaire, mais aussi comme étant un potentiel adversaire. Ça peut arriver. Tout à fait. Vous avez vu ce qui est arrivé aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Tout peut arriver. Vous avez vu ce qui est arrivé plus d'une fois entre la France et l'Allemagne. Tout peut arriver. Vous avez vu, excusez-moi, ce qui arrive aujourd'hui entre nous et l'Angola. Et le Rwanda. Tout peut arriver. Vous avez vu à un moment donné ce qui est arrivé entre le Rwanda et l'Ouganda. Tout peut arriver. Ce qui arrive entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Tout peut arriver. Voilà pourquoi les États, pour préserver leur sécurité, veillent à leur autonomie. Autonomie aussi en termes d'infrastructure. Pour ne pas dépendre, sinon vous manquerez des moyens d'approvisionnement, mais aussi des moyens d'évacuation si jamais vous allez en guerre contre ces différents États. Docteur, parlons constitution de la RDC. Il y a un débat aujourd'hui contre ceux qui sont pour ou contre. Que diriez-vous à la population congolaise sur cette question? Qu'est-ce qui est mieux à faire? Ben écoutez, je ne saurais rien dire à la population congolaise parce que j'estime que... En tant que docteur des relations internationales et du point de vue géopolitique, la politique interne peut avoir des incidences au niveau international. Du point de vue géopolitique, par exemple, j'estime qu'il n'y a aucune constitution qui soit parfaite. Oui. Il n'y a pas de constitution parfaite. Toutes les constitutions ont leurs faiblesses. Y compris celle-ci, celle de 18 février 2006. Elle a des tares. Ok? Elle a des tares. Et étant donné que ce n'est pas l'évangile, on peut s'asseoir, réfléchir sur les raisons qui nous poussent à revoir telle disposition, mais aussi à nous poser la question sur la pertinence de cette révision. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on change les choses et que demain, ceux qui vont arriver se disent « vous l'avez mal fait, nous aussi on va les changer ». Parce que j'estime que les États les plus stables sont ceux qui sont respectueux de leurs propres lois, de leurs propres traditions et de leur culture. Il ne faudrait pas aussi que l'on puisse exonérer les acteurs de leurs limites et mettre cela sur le dos des faiblesses de la Constitution. Ce qui signifie, s'il faut qu'on change la Constitution, moi je ne vais pas m'opposer. Je l'ai dit, j'espère j'estime qu'il y a des tares. Je ne saurais peut-être pas évoquer ici les différentes dispositions. Mais qu'est-ce qui va... Il ne faudrait pas que la question... L'élément fondamental. Il ne faudrait... L'élément fondamental... Si on doit toucher à une constitution, ça serait pour rendre la vie meilleure. Ça serait pour rendre l'État beaucoup plus efficace. On a suivi des grands constitutionnalistes. Des grands constitutionnalistes qui ont dit que... Je ne suis pas dans les débats. Ce pays a toujours souffert entre les mains des spécialistes, malheureusement. Je ne suis pas dans les débats de grands constitutionnalistes, de petits constitutionnalistes. Des fois, même un homme de la rue réfléchit plus que nous autres universitaires. Ah, vous êtes sûr? Bien sûr. Pourquoi? Parce que cet homme de la rue a une réflexion tout à fait objective. Alors que nous, ce sont des réflexions à marchander pour plaire, ou bien pour faire du mal au pouvoir, ou bien pour plaire à tel dirigeant. Moi, j'estime que, d'ailleurs, le président de la République l'a si bien dit lui-même, comme il a dit à Kananga, c'est à la population de choisir. Maintenant, c'est aux différents ténors, ceux qui sont pour, qu'ils aillent dire à la population ce qu'ils veulent dire, ceux qui sont contre aillent aussi dire, mais je ne voudrais pas que l'on s'oppose à une démarche simplement parce qu'on veut s'opposer à un individu. Oui. Je ne voudrais pas aussi non plus qu'on encourage les changements simplement parce qu'on veut pérenniser sa place, sa position auprès du chef. Quel est votre avis par rapport à
à ce que dit l'abbé Chollet, qui parle au nom de la Synco, les évêques, que c'est une initiative dangereuse, le changement de la Constitution, parce qu'elle peut occasionner la partition du pays. Bon, dire qu'elle peut occasionner la partition du pays, c'est quand même un tout petit peu exagéré, mais je pense que les 46 évêques sont quand même des éminences grises. Hein. Je ne vais pas jeter en pâture leurs conclusions. Okay? Ce sont des éminences grises. En tant qu'enseignant à l'université, je ne peux pas prendre à la légère. Mais je ne voudrais peut-être pas aussi que l'abbé aille jusqu'à dramatiser. Seulement, c'est d'ailleurs aussi ça le problème. Lorsqu'il est question du changement de la Constitution, ce n'est plus une affaire de constitutionnalistes seuls. Non. C'est une affaire de... Il faut aussi associer les philosophes. Il faut aussi associer les sociologues. Il faut aussi associer les anthropologues. Les historiens ont quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première constitution que nous avons eue. Pourquoi ces constitutions que nous avons changées ne nous ont pas aidés à devenir cet État que nous sommes appelés, cette nation que nous sommes appelés à... Donc, malgré les changements des constitutions qu'on a eus depuis l'indépendance, le Congo a plutôt reculé. Bon, je ne dirais pas que le Congo a reculé à cause de constitution. Non, non. Le Congo a reculé faute d'hommes. OK? Et si dans la commission que le chef de l'État a promis de mettre en place, je vais mettre un avis, ce serait de ne pas laisser à cette commission être une exclusivité, une affaire exclusive de constitutionnalistes. Il est question de la République. Et pour cela, les politologues doivent se reposer. Foumbata se plaignait que nous sommes les seuls pays au monde où vous suivrez un cordonnier parler de la Constitution, un pharmacien parler de la Constitution. Je me sentirais aussi mal à l'aise d'avoir en face de moi un constitutionnaliste qui pense que parce qu'il est constitutionnaliste, que tous les autres doivent se taire. Il a dit qu'il faut au moins... Tout n'est pas juridique. Il faut au moins 2 ans pour avoir la prétention de parler de constitution. 2 ans de formation post-académique. Je ne vais pas aller en guerre contre toutes ces éminences grises que nous avons dans ces pays. Oui. Mais on connaît l'homme congolais. Un petit mot pour tous les Congolais qui nous suivent, les 7 millions de déplacés qui sont aujourd'hui dans l'Est, tous ceux qui sont dans des situations très difficiles. J'ai vu comment ils vivent. Vous avez été là? Oui, oui. J'étais à Goma, je profitais, j'étais allé pour prêcher. Eh bien, je vous dis que même quand on remettra ces déplacés, on les mettrait dans des villas, ils auraient déjà perdu quelque chose. Quoi? Leur humanité. Ils auraient perdu quelque chose. Les conditions dans lesquelles ils habitent, non. Vous savez, le problème n'est pas de réparer. Le problème n'est pas de guérir. On peut être rétabli après avoir été guéri d'une maladie, mais il y a quelque chose qu'on a perdu, qu'on ne sait pas récupérer. Ils vivent dans des conditions infra-humaines. Nous leur partageons notre compassion. Nous encourageons le gouvernement à continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, à multiplier, à voir même s'il est possible de réduire sensiblement les trains des institutions, comme le chef de l'État l'a dit, pour orienter, parce que ces 7 millions sont sur de bombes à retardement. Un pays... Ils peuvent se retourner contre le gouvernement. Pas seulement contre le gouvernement, mais ils deviennent presque inutiles d'eux-mêmes, qu'on ne sait pas capitaliser, qu'on ne sait pas les utiliser. Ils ont perdu l'âme, voyez-vous, ils ont perdu l'âme. Quand une mère de famille doit sortir, aller se prostituer, envoyer ses enfants, aller mendier, et revenir à la fin de la journée pour voir qu'est-ce qu'il y a à manger. Non, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Merci beaucoup, docteur Silas. Nous veut le meilleur à tous nos frères et sœurs congolais, ceux qui sont ici, ceux qui sont en dehors du pays. Nous veut le meilleur à tous les membres du gouvernement. Nous veut le meilleur à tous ces différents acteurs de la magistrature, avocats, plutôt procureurs, magistrats, ainsi de suite. Nous voulons le meilleur à tous les professeurs d'université, aux enseignants de l'école primaire. Oui. Nous voulons le meilleur à vous, cher Dan. Nous voulons le meilleur à mon cher ami Christian Bossembe.
Vraiment. Merci beaucoup, docteur Silas, pour ce message, pour votre passage, pour votre temps. Un homme très occupé. Je vois vos affiches un peu partout sur la ville. Hein. Je me dis, ah, là, pour être à ce niveau-ci, il faut beaucoup travailler. Ben, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Victor Hugo qui a dit que quand le cerveau rouille quand il ne travaille pas. Waouh! Merci beaucoup, docteur Silas, de votre présence. Salutations aussi à maman et à mes frères qui nous suivent à la maison. Merci. Merci aussi à vous tous qui nous suivez de par le monde. Meilleurs vœux et que 2025 soit une année encore plus belle que les années précédentes. Au revoir.